Avant toute chose, avant de commencer à énoncer les 10 conseils, abonnez-vous à la newsletter parce que dedans, j'y mets du contenu exclusif. Donc là, par exemple, pour cette vidéo-là, pour ce podcast-là, il y aura du contenu exclusif, il y aura des explications en plus, de la méthodologie en plus, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, il y a le lien dans la description. Numéro 1, échauffe-toi vraiment. Échauffez-vous, mais vraiment, échauffez-vous. En fait, le problème, c'est qu'au début, on a l'impression qu'on est intouchable. Voilà, on va s'entraîner, on progresse, on fait n'importe quoi, on progresse, on s'échauffe bizarrement, mais ça marche. Mais en fait, sur le long terme, ça marche pas, ça va pas tenir. Vous allez faire n'importe quoi, vous allez vous blesser, et vous perdez plus de temps que si vous prenez vraiment le temps de vous échauffer. S'échauffer vraiment, c'est quoi? On monte en température au début. On monte en température, donc ça peut être de la course, de la marche. Ensuite, l'échauffement, l'amplitude maximale. Donc on fait pas juste ça, on retourne pas juste nos poignets comme ça. On va venir tourner nos poignets dans des rotations articulaires contrôlées. On va chercher vraiment le maximum d'amplitude pour commencer à mettre de la contrainte, à développer de la force dans des amplitudes maximales. Ça sur du coup toutes les articulations qui vont nous servir dans les mouvements qu'on va faire. Et une erreur aussi, un oubli plutôt qui est souvent fait chez les débutants, c'est d'oublier les petits muscles. Donc les petits muscles, ça va être par exemple la coiffe des rotateurs. D'oublier d'activer ces petits muscles-là qui sont très importants dans les mouvements qu'on va faire par la suite. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'échauffer l'antagoniste d'un mouvement. Donc si vous faites des dips, échauffez bien vos grands dorsaux, vos biceps. Une erreur vraiment, c'est de pas échauffer ce muscle-là. Par exemple, sur vos dips, il faut vraiment engager vos biceps, activer vos biceps dès l'échauffement. Dans cette discipline, on veut développer le maximum de force. Maximum de force, c'est quoi? C'est nerveux. Donc ça veut dire qu'on veut activer le plus de motoneurones possible sur un mouvement. Du coup, dans votre échauffement, ce que vous allez faire, c'est de très simplement vous activer nerveusement. Donc, par exemple, si vous vous échauffez pour le squat, à la fin de votre échauffement, vous allez faire des squat jumps ou de la plio ou des sauts explosifs. En fait, vous avez besoin de vous activer nerveusement. Ça va être utile après pour quand vous allez monter en charge. Enfin, moi, le conseil que je donne vraiment, un des plus importants quand on fait une montée en gamme, et j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur Insta, c'est d'être spécifique au format de votre séance. C'est-à-dire que si vous faites du tempo en format de séance principale, donc si vous avez par exemple un 3x4 en tempo en squat, 130 kg, tempo 3 secondes sur l'excentrique, soyez spécifique à ce format-là dans votre montée en gamme. Donc peut-être pas à barre à vide, là c'est bien de faire différentes amplitudes, de varier la forme, faire du posé, de mettre de la vitesse, etc. Mais par contre, à partir d'une certaine charge, on va dire 60 kg, si vous finissez à 130, là, essayez d'être spécifique, donc de faire le même tempo, potentiellement le même nombre de reps. Ça va être beaucoup mieux parce que quand vous êtes débutant, le problème, c'est que vous cherchez beaucoup sur la technique. Normalement, votre technique n'est pas au point. Du coup, si vous commencez à faire quelque chose de différent dans la montée en gamme que ce que vous allez devoir faire dans le format de séance, et que le format de séance, c'est même pas du mouvement de compétition, donc ce qu'on appelle le mouvement standard, vous allez vous embrouiller, vous allez juste vous embrouiller. Donc faites vraiment, soyez spécifique. Donc si votre séance, par contre, c'est du format de compétition, là, dans votre montée en gamme, vous faites du format de compétition. Ça vous prépare mieux en fait à vos séries. Conseil numéro 2, apprends à maîtriser ton poids de corps avant de te lester. Parce que si on parle de street lifting, normalement, on veut aller vers le spécifique. Dans toute discipline, on veut s'entraîner pour le spécifique, la spécificité de la discipline. Pour le street lifting, la spécificité serait de faire du 1RM, donc du travail de force, sur des charges très lourdes. Quand on est débutant, on n'a aucun intérêt à faire de l'ultra spécifique. En fait, le volume, être exposé à beaucoup de volume, quand on fait ce qu'on appelle du 7N reps de l'endurance, c'est la synchronisation intramusculaire et la coordination intermusculaire. En fait, le fait d'avoir un gros volume sur un mouvement, ça va vous permettre d'être plus à l'aise tout simplement sur ce mouvement-là et d'avoir un meilleur transfert ensuite quand vous allez augmenter les charges. Alors que faire de la force, donc par définition, beaucoup d'intensité, peu de volume, vous allez faire n'importe quoi, vous allez ancrer une mauvaise technique, vous allez vous blesser parce que vous n'êtes pas habitué. Donc, si vous êtes débutant, moi je vous conseille plutôt les formats de volume, d'endurance au début. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est efficace, en dehors des explications scientifiques que je peux vous donner. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont commencé le lesté en ayant 50-60 kg sur leur traction et qui venaient uniquement du 7N rep, donc de l'endurance au poids de corps, avec aussi des charges plus légères et sans faire beaucoup de formats de force. On parle aussi d'une notion d'adaptation croisée. Donc là, je vous ai parlé d'adaptation de force et de coordination.
Donc, c'est ça qu'on appelle les adaptations croisées. Et ce gros volume au début va vous permettre de développer ces adaptations pour être plus efficace après par la suite. Donc, si je résume, t'entraîner au poids de corps ou avec peu d'intensité pendant une certaine période va te permettre de t'habituer au mouvement de compétition. Parce que, comme je l'ai dit, tu développes cette coordination qui te permet d'être beaucoup plus à l'aise après, même en montant sur les charges, à ce mouvement-là. Le but, c'est le deuxième point, c'est que le mouvement devienne aussi naturel que la marche. Et pour ça, il faut vraiment un gros volume pour pouvoir ancrer au maximum ce mouvement, tout en ayant la bonne technique, bien sûr. Après ça, c'est du travail technique, c'est autre chose. Mais là, ce que je cherche vraiment à vous faire comprendre, c'est de ne pas aller sur la force trop vite, de ne pas être pressé de soulever lourd, parce qu'en fait, vous allez moins vite soulever lourd au final et potentiellement vous blesser. Ça rejoint aussi le fait de se créer une bonne capacité de travail. Conseil numéro 3, dans la même logique que le conseil précédent. Conseil numéro 3, dans la même logique que le conseil précédent. N'optimise pas tout si tu débutes. Donc, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Je vois beaucoup de débutants en salle de sport qui vont faire un squat à 80 kg et qui vont mettre une ceinture, des chaussures de force, des genouillères, etc. C'est pour moi le mauvais chemin, la mauvaise façon de faire. Moi, j'ai commencé barre haute, sans ceinture, en Air Force, des Air Force qui étaient même pas, la semelle était même pas plate. Et j'ai fait ça jusqu'à avoir 170 kg, je crois. 160-170 kg. Plus vous allez optimiser très tôt et vouloir ajouter des accessoires, là on parle d'accessoires. Plus vous allez compenser, en fait, vous aider de cet accessoire-là. Et vous n'allez pas vous-même créer votre gainage, votre capacité à soulever lourd sans aide. Vous êtes beaucoup plus gagnant à être à l'aise avec peu d'optimisation, à être à l'aise dans les moindres conditions. Donc il pleut, vous êtes à l'aise, vous n'avez pas de magnésie, il pleut, la barre glisse. Donc vraiment, au début, vous avez 3 tractions, mettez pas de magnésie, jusqu'à vos 10, 15, 20 tractions. Améliorer de grip. En fait, il faut vous dire que dès que vous mettez une aide, vous perdez une amélioration sur votre corps. Vous perdez un moyen de développer quelque chose. Donc là, c'est votre grip. La ceinture, ça va être votre corps, votre gainage. Sur le squat, même la ceinture de lest, quand vous faites des tractions à 5, 10, même 15 kg, franchement, allez pas vous précipiter à acheter une ceinture de lesté. Hein. Déjà, comme je vous l'ai dit, si vous êtes débutant, vous pouvez vous améliorer au poids de corps pendant très longtemps, mais vraiment très très longtemps. Il y a des gens qui font 4-5 ans de poids de corps et qui ont quand même un gros développement de la force par la suite. Vous pouvez vous mettre vos poids entre les cuisses et c'est pas mal. Et franchement, 5-10 kg, même 15, c'est pas très lourd. Et du coup, j'en ai parlé un peu, mais le high bar, très important parce que vous allez vraiment vous faire une base, vous allez faire une base solide. Et c'est pas pour rien qu'on voit même des athlètes de haut niveau en powerlifting, en streetlifting, qui squattent en low bar et qui font des cycles de high bar, des séances de high bar. Pourquoi? Parce qu'on recrute, on est plus droit sur le high bar, on a une trajectoire plus verticale et le buste plus droit, ce qui fait qu'on recrute plus les quadriceps. En fait, ça peut être bénéfique aussi sur le low bar. Donc, construisez-vous une base comme ça en high bar et vous allez être beaucoup plus fort après quand vous allez passer en low bar. Donc, cherchez pas vraiment à faire comme ceux que vous voyez sur les réseaux, etc. Dites-vous qu'eux, ils ont des années et des années de pratique. Et au début, regardez plutôt ce que eux faisaient au début. Ils faisaient du poids de corps, ils n'avaient pas de ceinture, ils faisaient même pas du spécifique. T'en as, ils faisaient de la gym et en fait, ils étaient gras forts en street. T'en as, ils faisaient de la natation et ils étaient gras forts en traction. En fait, chez les très jeunes, on leur fait pas faire que le sport qu'ils pratiquent. C'est un mec qui fait de l'athlétisme ou du foot. Au final, on voit que les champions, c'est pas ceux qui font que ça depuis qu'ils sont petits, mais ils font autre chose, ils vont faire par exemple du judo, du hand, etc. parce que ça développe d'autres qualités physiques qui après vous sont utiles. Et en fait là c'est la même logique dans le street. Conseil numéro 4, travaille ton gainage. Donc là les gars, ça c'est la base, et moi quand je commençais, j'y portais pas du tout attention. Je voyais pas l'intérêt du travail de gainage. En fait, le travail de gainage, c'est quoi? Les abdos, c'est ce qui permet le transfert de force. Donc là, quand je dis les abdos, je parle vraiment du corps, la chaîne abdominale, le tronc. Ce qui permet le transfert de force entre le bas du corps et le haut du corps. Donc, travailler votre gainage, ça va être déjà sur tous les mouvements. Sur tous les mouvements, vous devez serrer vos abdos. Vous devez vraiment serrer vos abdos. Et moi, ça, je le faisais pas au début. Je faisais mon mouvement comme ça, j'étais mou, tu vois. J'étais mou, j'étais pas compact, j'étais pas solide. En fait, sur les mouvements, il faut serrer vos abdos à la mort. Et ça, c'est vraiment la base. Ensuite, évidemment, renforcer votre chaîne abdominale, donc de manière contextualisée ou non. Donc, contextualisée, ça va être plus spécifique. Par exemple, on va faire des relevés de jambes à la barre. Ça va être plus spécifique aux tractions parce qu'on est suspendu. Des toast to bar, c'est encore mieux. Et de manière décontextualisée, donc de la roulette, par exemple, de la planche plutôt dynamique. Donc vraiment travailler votre gainage comme ça. Et c'est pas, franchement, c'est pas ce qui va vous demander le plus de temps. Hein.
en fin de séance, une séance sur 2 déjà, c'est bien. Après, en fin de chaque séance, ça peut être pas mal. Mais ça dépend de votre programme d'entraînement. Mais au moins 1 à 3 fois dans la semaine, quoi. C'est déjà très bien, surtout quand vous êtes débutant. Et vous allez voir que ça va vraiment se transférer après sur vos mouvements de compétition. Et numéro 5, identifie tes points faibles et travaille-les. Ça va être des points faibles énergétiques, biomécaniques, reconnaître vos faiblesses techniques aussi, et vos points faibles morphologiques. Donc on va pas, en fonction de la morphologie, on va pas corriger les mêmes points techniques sur les différents mouvements. Moi là, je vais vous donner un exemple, c'est le point faible des profils force-vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir des athlètes qui sont très forts, qui peuvent grind, tirer. Si on prend l'exemple des tractions, ils vont tirer très longtemps, ils sont forts en fin d'amplitude, par contre ils sont lents. Donc à l'inverse, on va avoir des gars qui sont très rapides sur leur ARM, très rapides. Ils vont être plus rapides que certains gars sur leur poids de corps, sur leur vitesse au poids de corps. Par contre, ils sont rapides certes, mais si on rajoute 1 kg, même 500 grammes en plus, ils vont être aussi rapides, mais par contre, au lieu d'arriver au-dessus de la barre ici, ils vont arriver ici. Donc c'est vraiment des gars très explosifs, très rapides. Et en fait, ça, c'est les deux extrêmes. Juste au milieu, c'est quelqu'un qui va être un peu plus rapide, mais quand même fort, donc qui peut quand même être fort en fin d'amplitude. Et après, en fonction il faut voir ça comme un curseur, donc vitesse, force, et le curseur milieu. Ce milieu, c'est vraiment être assez rapide et pouvoir quand même être fort en fin d'amplitude et aller chercher, arriver à grind quand même. Un grind, c'est vraiment aller tirer jusqu'au bout. Et après, en fonction des deux profils, on a différents autres profils, donc les mecs qui vont être un peu plus forts, mais quand même un peu de vitesse, les mecs qui sont très rapides mais un peu de force, etc. Et donc, quand je vous parle d'identifier vos points faibles, c'est essayer d'identifier vous, comment vous êtes sur votre action, sur vos dips, sur votre squat. Évidemment, la vitesse, ça se travaille, c'est un fil conducteur. Il doit toujours y avoir un travail de vitesse votre semaine d'entraînement. Mais des fois, si vous identifiez comme un profil plus lent, donc plus de force, là par contre, vous allez devoir beaucoup plus travailler cette vitesse-là. En général, si vous avez un point faible, vous allez essayer de mettre 2/3 du travail sur un mouvement sur ce point faible-là. Après, des fois, il y a des formats qui se combinent. Par exemple, si vous faites du one-shot, si vous faites une série, vous vous dites je dois faire 10 reps one-shot. Mais que les 10 reps one-shot, elles sont quand même dures. Si vous avez 15 tractions, 10 reps one-shot, c'est dur. Pour maintenir le one-shot, sur la 10e rep, vous allez devoir grind. Pourtant, vous avez fait de la vitesse avant. Donc, il y a des fois des formats comme ça qui peuvent se combiner, mais en général, c'est différents formats. Donc, des formats de vitesse, des formats de force. La base, et ça, dans le même objectif d'identifier vos points faibles. Et là, je vous parle vraiment spécifiquement de la vitesse, de l'explosivité. C'est la base. En fait, dans ce sport-là, on ne veut pas seulement être fort, on ne veut pas seulement du 1R, que de la force, on veut être puissant. Et la puissance, c'est quoi? C'est la force fois l'accélération, donc la vitesse. Comme je vous ai dit, vous allez avoir du travail de vitesse, travail de puissance. La base, c'est d'avoir l'intention d'être rapide sur toutes ces reps, sur tous ces formats, toutes ces séries, rapide en fait. Souvent, les débutants en street, vous venez de la musculation. Moi, c'était mon cas, je venais de la musculation. En musculation, on n'a pas cette notion de vitesse, parce que c'est encore mieux d'être lent en musculation. Et du coup, on est habitué à... Moi, je sais qu'au début, et je suis toujours en traction, je suis lent. Au début, j'ai été très lent en traction parce que j'étais habitué à la musculation, à tirer lentement. Et j'avais pas cette notion de mettre de la vitesse. Mon corps connaissait pas ça, mettre de la vitesse sur un mouvement. Et du coup, j'ai dû travailler beaucoup ça et je me suis longtemps entraîné sans mettre cette intention de vitesse. Donc vraiment, ça, c'est la base. Une intention de vitesse sur toutes les reps. En plus de ça, si vous développez votre puissance, ça va être bénéfique pour vous pour débloquer le muscle-up. Parce que le muscle-up, c'est un mouvement balistique, c'est-à-dire que c'est un mouvement qu'on ne peut pas réaliser lentement. Ça se rapproche de l'haltérophilie. Vous ne pouvez pas faire un arraché lentement. Vous êtes obligé de mettre de l'explosivité, de la puissance. Et donc, ce qu'on va chercher à avoir pour le muscle-up, c'est de la puissance. Donc, ce travail-là si sur votre action, à chaque fois, vous mettez de l'intention de vitesse, vous travaillez votre puissance, etc., plus tard pour le muscle-up, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et justement, ne te précipite pas à vouloir passer le muscle-up. Une erreur très fréquente, moi je l'ai aussi moi. On est pressé en fait, on voit ce mouvement, c'est stylé le muscle-up. C'est vrai que c'est beau, ça donne envie de le faire et tout. Mais il faut vraiment pas se presser parce que il y a un énorme... C'est sûr que c'est énormément technique, mais il faut vraiment avoir les bases énergétiques. Ok, vous pouvez commencer à travailler la technique sans avoir les bases énergétiques, ou alors en ayant des bases très très fines. Mais autant en fait faire des tractions spécifiques au muscle-up, des charges explosifs avec un balancement, et vraiment développer votre puissance pour arriver à avoir les niveaux, pour passer un muscle-up au moins kippé. Au début, ce qu'on va faire, c'est des muscle-up kippés genoux, après des muscle-up kippés jambes tendues, parce que sinon, vous allez perdre du temps. Après, c'est toujours bien de faire du travail de transition, faire du travail technique, etc. Mais ne soyez pas pressés. Je vais pas vous donner de chiffres. Il y a des gens qui aiment bien donner des prérequis. Moi, j'ai pas trop de prérequis. Je sais que moi, je l'ai eu en ayant 22 tractions au bas de corps, en dead stop. Sauf que je vous ai dit que c'était un profil lent. Donc, il y a des mecs qui vont avoir 22 tractions et qui ont déjà 3-4 muscle-up parce qu'ils
sont beaucoup plus rapides. Et ça dépend aussi de comment vous êtes techniquement, si vous êtes bien techniquement ou pas. Vous pouvez l'avoir avec 15 tractions comme vous pouvez ne pas l'avoir avec 22, 23 tractions. Mais après, je préfère parler de tirage explosif, donc de traction PEG plutôt. Donc combien de traction PEG vous avez et surtout à quelle hauteur en fait. Il faut surtout voir à la hauteur, si votre traction à hauteur maximale elle est là, ici, bah, commencez pas le muscle up. Attendez un peu qu'elle soit là, ici, voilà. Donc c'est ça, c'est plutôt voir la hauteur de votre tirage explosif avec balancement et le nombre de tractions à cette hauteur-là que vous pouvez faire pour vous jauger, pour savoir si vous pouvez commencer ou non. Conseil numéro 7, ne néglige pas les variantes. Donc, quand je parle de variantes, je parle de variantes de mouvements, des mouvements de compétition. Pourquoi ? Ça va te permettre de développer la force dans différentes angulations, de focus sur différents muscles tout en restant dans le même contexte. Donc c'est ce qu'on appelle de la prépa physique intégrée. Bon là c'est plus technique, mais en gros, vous allez faire si le mouvement de comp, c'est une traction en pronation, faire de la supination, ça va vous permettre de plus faire un focus sur les biceps. C'est dans le but d'avoir un transfert sur votre action en pronation. Si vous avez remarqué une faiblesse des biceps, ne négligez pas ces variantes-là. Donc le high bar, j'en ai parlé tout à l'heure, le high bar pour le low bar, la supination pour la traction. Même s'il peut y avoir des inconvénients, hein, je ne vous dis pas de faire que de la supination pour être fort en traction. Si vous voulez être fort en traction, faites des tractions tout simplement. Et quand je parle de variantes, je parle aussi de variantes avec par exemple de l'isométrie. Donc faire une traction mais faire de l'iso en haut, au milieu, en bas rester en iso. Donc en dédaigne, faire des variantes de posée, faire des variantes de tempo aussi. C'est pas que changer le mouvement, c'est aussi sur le même mouvement, changer le tempo, changer l'exécution. Numéro 8. Mets ton ego de côté à l'entraînement. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ça sur Insta. Pas vraiment en parlant d'ego, mais j'ai fait une vidéo en disant de ne pas tester son max à chaque séance. Donc, ça rejoint un peu cette notion d'ego. Quand je dis tester votre max, ça va être vraiment vous tester en fait à chaque séance. Tester un max rep, tester un RM, etc. Parce que vous avez cet ego-là qui vous donne envie de vous tester, de voir si vous avez progressé et tout. Et ça marche pas comme ça. L'entraînement, vous avez besoin d'une contrainte répétée de manière hebdomadaire. Et donc, si vous testez votre max à chaque séance, et vous allez juste faire n'importe quoi en fait. Vous n'allez pas faire de surcharge. En plus de ça, qui dit max dit grosse intensité, donc blessure si votre technique n'est pas adaptée. Parce que quand on a une technique inadaptée, beaucoup de volume, ça va faire en sorte qu'on va ancrer cette mauvaise technique. Et quand on met beaucoup d'intensité, on va vraiment à coup sûr dans la blessure en fonction du problème technique qu'on a. Mais si vous êtes débutant, en général, vous n'avez pas une technique adaptée, c'est normal, hein, vous êtes débutant, donc vous ne pouvez pas avoir la technique qui vous convient le mieux. En plus de ça, en testant le max à chaque séance, ce ne sera pas votre vrai max, parce que vous allez accumuler de la fatigue sur les précédentes séances où vous testez votre max. Donc vous allez faire un faux max, vous allez juste stagner, donc en gros, vous allez perdre du temps. Mettre son ego de côté, ça veut aussi dire adapter dans un mauvais jour. Donc, réduire l'intensité ou le volume, et aussi pas surcharger si vous vous sentez bien, pas forcément surcharger et faire le gourmand. Profitez justement d'être en forme pour mettre beaucoup de vitesse, pour être à l'aise, pour valider avec plus d'aisance et de facilité, et pas vous cramer en fait, pas gaspiller vos cartouches. Si vous êtes en forme, tant mieux. Faites ce qui était prévu. Si vous avez un programme ou un coach, faites ce qui est prévu. Augmentez pas parce que vous êtes en forme. Par contre, si vous n'êtes pas en forme, là, je vais plus vous conseiller de réduire. C'est vraiment, ça dépend vraiment du contexte, mais en général, si vous êtes vraiment KO, que vous devez faire un 5x5 à une telle charge, et que vous sentez que voilà, vous êtes KO, vous n'allez pas l'avoir, en fonction de là où vous en êtes dans votre cycle, si vous êtes en fin de cycle, vous tentez, parce que voilà, vous êtes en fin de cycle, il va y avoir votre semaine de décharge et tout. Mais si vous êtes en début de cycle, là, je vous conseillerais plus de réduire un peu, faire un léger élan, tu vois, de repartir mieux, parce que vous allez trop vous fatiguer pour les jours d'après, pour les semaines d'après. C'est vraiment mettre son ego de côté. Je suis pas en forme, j'adapte. Je fais pas le bourrin. Je mets pas des charges que je maîtrise pas. Ou alors faire à tout prix du lourd alors que je me sens pas bien. Numéro 9, planifie ton entraînement. Donc, je vais faire une vidéo sur la planification. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer les bases pour commencer à planifier votre entraînement. La base, le début, vous avez besoin d'analyser votre activité, ce qui va vous permettre d'aiguiller votre travail. Donc, de quoi vous avez besoin pour être fort dans l'activité. Donc, je vous ai déjà donné des pistes. Avant, je vous ai dit que si vous êtes débutant et que vous voulez être fort, c'est-à-dire avoir un gros RM, c'était pas la bonne solution de faire que de la force. Donc, analysez l'activité avec du recul. Ensuite, vous analysez vos faiblesses, forces et faiblesses. Première étape, vous savez de quoi vous avez besoin pour performer dans l'activité en général. Deuxième étape, vous établissez ce dont vous avez besoin et ce que vous avez déjà pour performer. Ensuite,
entraînez-vous par rapport à cette analyse comparative, donc avec de la progressivité, de la spécificité, la continuité / régularité. Donc le but c'est d'être régulier, d'essayer de s'entraîner les mêmes jours d'une semaine à l'autre par exemple. Pour être bref, ce dont vous avez besoin de faire, c'est numéro 1, faire une liste des qualités que vous avez à développer en partant de la plus importante à la dernière et de griffer la dernière par manque de temps. Donc en gros, de les mettre dans l'ordre des priorités. Demandez-vous ensuite le nombre de séances par semaine et le temps que vous avez sur chaque séance. Demandez-vous quels moyens et matériels vous avez à disposition. Donc notez tous les moyens que vous avez, les conditions même d'entraînement que vous allez avoir pour mieux organiser les exos que vous allez mettre, la durée, etc. Ensuite, pour développer une qualité physique, on va aller de la méthode la plus facile à la plus difficile, sans grille d'étapes. Ça permet de préparer le système nerveux. En général, on va partir sur du volume en réduisant progressivement le volume tout en augmentant l'intensité. Au début, ça va très bien marcher. Après, en fonction des cycles et de votre niveau, vous allez plus ou moins respecter cette règle. Vous allez individualiser votre entraînement sans copier un programme. Donc, demandez-vous si vous êtes capable de faire la même chose qu'un programme que vous voyez par exemple sur une vidéo d'un gars qui est très fort. Demandez-vous si c'est vraiment adapté pour vous par rapport aussi à ce que je vous ai dit. Et enfin, planifiez votre récup. Le problème, c'est que oui, des fois, vous pouvez vous entraîner pendant des mois et des mois sans prendre vraiment de récup. Mais les moments où vous allez être fatigué et que vous allez avoir besoin de cette récup, vous allez juste arrêter de vous entraîner et tellement vous allez accumuler de la fatigue, vous allez juste arrêter de vous entraîner et c'est pas la bonne solution. Toujours avoir une petite stimulation, mais plus légère que ce qu'on avait avant. Donc c'est le but d'une semaine de décharge, de deload. Donc planifiez votre récup. Après là, sur la récup, vous allez baisser l'intensité et ou le volume avec la fréquence. Vous pouvez garder la même fréquence, c'est-à-dire les mêmes jours, le même nombre d'entraînements. Moi, je conseille quand même de baisser la fréquence. En plus, ça vous permet d'avoir plus de temps pour autre chose dans votre semaine de décharge, de penser plus à autre chose, de faire une petite pause voilà, dans votre entraînement et de mieux revenir, d'avoir plus hâte de revenir, de s'entraîner. Donc je conseille quand même de baisser la fréquence. Ce qui peut être bien aussi, c'est dans d'autres sports, ça se fait, de changer la sollicitation. Par exemple, un coureur à pied, il va faire du vélo sur sa semaine de décharge. Pour changer la sollicitation musculaire, on va avoir moins de contraintes. Là, ça peut être la même chose. Par exemple, de la natation, de la course à pied, etc. Donc voilà, ça peut être une bonne chose aussi. Toujours dans cette même idée de vous changer les idées, de penser à autre chose, de changer le sport. C'est compliqué avec le street parce que pas vraiment de choses qui se rapprochent comme ça entre par exemple les dips et autre chose qui pourrait se rapprocher comme le vélo et la course à pied. Mais on peut trouver des petits trucs, on peut toujours faire autre chose, ça va faire du bien quand même. 10e et dernier conseil, entraîne-toi intelligemment. Donc s'entraîner intelligemment, ça veut dire ne pas négliger le travail technique. Avec une mauvaise technique, comme je vous l'ai dit, un gros volume va faire que vous allez ancrer cette technique et du coup entrer dans un cercle vicieux où vous allez avoir une mauvaise technique, vous l'ancrez, vous blessez, etc. Et au final, vous perdez plus de temps que si vous corrigez votre technique plutôt que de foncer tête baissée avec cette technique-là et vouloir monter en charge, monter. Parce que vous allez vous blesser, c'est sûr, vous allez vous blesser. Donc vous allez au final atteindre plus lentement un objectif de performance que si vous avez corrigé votre technique, puis augmenter l'intensité avec cette bonne technique, en tout cas meilleure technique qu'avant. Et si vous blessez, vous allez tout simplement perdre du temps d'entraînement. Donc c'est beaucoup, je vous conseille vraiment de travailler votre technique quand vous vous rendez compte d'un défaut technique. Donc déjà les bases, d'avoir la bonne amplitude sur chaque mouvement, d'avoir les bons standards. Et comme j'ai dit, une grosse intensité va faire que vous allez vous blesser. Si vous n'êtes pas au courant, c'est sûr que vous n'allez pas savoir que vous avez une mauvaise technique. Pour ça, d'où l'importance, donc s'entraîner intelligemment aussi, c'est se filmer. Donc je sais que des fois ça peut paraître un peu gênant pour certaines personnes. Ça vraiment c'est un conseil précieux que je vous donne, c'est vraiment filmez-vous, analysez-vous. Envoyez à des gars, peut-être si vous connaissez des gars qui connaissent un peu mieux, demandez-leur gentiment des conseils, etc. Mais vraiment se filmer c'est très important parce que nous, notre perception qu'on a, elle va souvent être différente quand on est débutant. Plus on est expert, plus on a une bonne perception de soi et on se connaît, on arrive à se voir un peu à la troisième personne. Par contre, quand on est débutant, c'est impossible. On ne sait pas du tout à quoi ressemble notre mouvement. Donc filmez-vous. Et déjà, vous regardez si vous êtes au standard. Et ensuite, vous allez voir si vous avez une technique adaptée. Voilà. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous allez essayer d'appliquer ces conseils-là. Prochaine vidéo, normalement, ça sera sur la planification. Donc, j'ai essayé de faire une vidéo assez complète, de vraiment vous aiguiller sur comment vous faire un programme d'entraînement, comment vous créez votre semaine d'entraînement et vous entraîner par rapport à ça. Donc, je vous rappelle, abonnez-vous à la newsletter, vraiment, si vous êtes arrivé là. Vous allez avoir du contenu un peu plus exclusif, un peu plus précis sur ce que je viens de vous dire. Laissez une note, même sur les plateformes, sur Spotify et tout, ça m'aide beaucoup parce que il y a encore moins de notes que sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas.